Bienvenue à compte complet, alors qu'on va parler encore une fois de baseball comme on le fait chaque semaine. Alain Useron en compagnie de Marc Griffin. Avant de parler d'actualité, Marc, pour revenir sur le match Champ de rêve ou Field of Dreams, j'ai eu beaucoup de remarques quant à cette rencontre. Tout était parfait, autant l'emballage que le contenu. Oui, le baseball avait mis beaucoup d'efforts pour ce match qui devait être présenté, rappelez-vous, l'an dernier, mais en raison de la COVID, on sait, a été remis à cette année. Et là, écoute, Alain, tu l'as dit, tout était parfait. Le décor, écoute, la température qui a coopéré, le coucher de soleil, champ de maïs, champ de rêve, mais champ de maïs, l'entrée des joueurs Ouais. qui était faite de façon extraordinaire. Et évidemment, comme tu l'as dit aussi, le match en tant que tel qui a été vraiment joué de façon extraordinaire avec ce revirement de situation en fin de match. Bravo, honnêtement, j'ai tout aimé de ça et je pense que les gens aussi, parce que c'est le Ouais. match de saison régulière le plus écouté depuis 16 ans à la télévision américaine. Donc, le message a été lancé, les gens ont apprécié. Content aussi que le baseball ait confirmé que ce sera de retour Ouais. en 2022 alors que les Cubs affronteront les Reds de Cincinnati. Les Reds, il y a une bonne raison derrière la venue des Reds parce qu'à l'époque, Alain, les White Sox jouaient contre qui lorsque Shoeless, Joe Jackson et tout le Ben oui. scandale des White Sox? Eh bien, c'était contre Ouais. les Reds à ce moment-là. Donc, belle initiative. Par contre, l'année prochaine, j'ai hâte de voir quel aspect créatif Ouais. on fera davantage là, pour mousser, évidemment, cet événement unique. Oui, Kevin Costner n'est pas éternel. Moi, je suis très content qu'il soit là. Non seulement qu'il soit là, mais je pense qu'il a été parfait dans le contexte. A livré un discours qui était court, qui était sobre, en laissant toute la place aux joueurs et au match proprement dit. Écoute, ça dit tout, le champ de rêve, Field of Dreams, c'était Oui, ça qu'on vivait, les gens le sentaient, les joueurs le vivaient. D'ailleurs, tous les joueurs du baseball majeur veulent que tout ça revienne parce qu'on veut vivre mhm, l'expérience, même si ça s'est déjà fait cette année. Les joueurs veulent arriver du champ de maïs, l'entrée sur le terrain. Le baseball a vraiment réussi son coup. Le coup ouais, d'œil, lorsqu'on voyait ça là, du ciel, était magnifique avec évidemment le terrain original, celui qui a été utilisé pour le tournage, ouais. et ce nouveau terrain qu'on a bâti. Alors bravo au baseball majeur pour cette belle initiative. Bon, on va parler des deux équipes qui étaient sur place. On va parler d'actualité. Les White Sox de Chicago. Je ne sais pas si je mettais trop d'accent sur cette série-là, mais les White Sox, on en avait parlé la semaine dernière. C'est l'équipe qui est la mieux placée pour faire des séries. Je veux juste rappeler que je les avais mis même pour se rendre en série mondiale. Ce qui m'inquiète, et c'est là que je vais en revenir, c'est qu'on n'a pas de bonne fiche contre les équipes qui jouent en haut de 500. Je me disais, cette série-là contre les Yankees, qui ont tout à gagner, il n'y a rien il y a rien d'acquis, même on n'est pas dans les séries au moment où on se parle, même si on joue très bien. Je me disais, c'est un- c'est une bonne série, ça va nous donner une indication où sont les White Sox. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu des White Sox de Chicago, particulièrement la relève et Liam Hendricks. Écoute, Alain, oui, tu as raison de t'inquiéter un peu. Par contre, il reste assez de matchs, une quarantaine de matchs et plus, là, Mhm. 45 matchs pour les White Sox, justement de prouver que. Parce que tu as raison que dans la série, la relève n'a pas été aussi bonne. Pourtant, dans le match de lundi soir contre les A's, là, on a vu de quel bois Mhm. se chauffe cette relève si on lance bien. Écoute, Kopech a été extraordinaire. Kimbrell est arrivé en huitième. Et évidemment, Hendricks en neuvième manche. On n'a même pas utilisé Crochet, le gaucher. Alors, tu vois que c'est une force. Tu vois que c'est une force, cette relève. Le défi de Tony La Russa pour les 40 quelques derniers matchs, ce sont deux choses. Celle que tu as mentionnées, gagner des séries contre des équipes Mhm. disons, de tête. On a bien fait. On a gagné le premier match dans la série contre les A's. On verra la suite des choses. On avait gagné le premier match contre les Yankees, rappelle-toi, et on a perdu les deux suivants. Et de s'assurer que la relève est parfaitement là, enlignée pour le début des Mhm. séries. Il n'y a pas de doute que c'est une grande force chez les White Sox. Alors, je me dis, c'est vrai que ça n'a pas été super, mais on a quand même le temps, avec Mhm. surtout cette avance qu'on s'est créée dans la division, on a le temps de peaufiner tout ça et de se préparer en vue de jouer du meilleur baseball contre des bonnes équipes. Bon, chez les Yankees de New York maintenant, il y a deux choses sur lesquelles je veux qu'on s'attarde. Dans ce match, bon, il n'y a pas seulement que la relève des White Sox qui a failli, il y a celle des Yankees, particulièrement Zach Britton. Tu as pensé quoi des propos de Britton qui a demandé, après le match,
Le lendemain, il a demandé à son gérant, fais-moi plus lancer la neuvième. Je suis, mon rendement fait en sorte que je suis pas capable de faire le travail. Ça m'a énormément surpris. Je comprends que c'est bon d'être honnête avec soi-même, donc vis-à-vis l'équipe. Alors, lui ne sent pas qu'il est en mesure de faire. Par contre, tu joues pour les Yankees de New York. Je regarde la feuille de route de Zach Britton, a été excellent au cours de sa carrière en fin de rencontre. Donc, s'il y a un gars qui a de l'expérience en fin de rencontre, c'est bien lui. Alors, d'arriver et de dire ça, j'ai trouvé ça à la limite malheureux. Là, tu sais, que j'aurais aimé voir le visage de Aaron Boone lorsque Breton est arrivé dans son bureau pour lui dire, écoute, fais-moi pas lancer dans ces situations-là. Ça me surprend beaucoup. Comme je l'ai mentionné, tu as deux côtés d'une médaille. Tu as le côté de dire, ben, gars, il est honnête, il est pas prêt, il se sent pas bien. Mhm. Mais en même temps, on a quoi, 12 lanceurs dans l'équipe? On a besoin d'un gars qui, peu importe la situation, doit arriver, sentir qu'il peut faire le travail. Donc, ça m'a surpris, pour être très honnête, et d'ailleurs, on ne l'a pas réutilisé. Je parle le 8e ou même 9e manche. On l'a utilisé en 6 ou 7e depuis, là, mais ça a Mhm. été un peu plus. Je pense qu'on veut rebâtir cette confiance-là parce Ouais. que, faut pas se le cacher, Alain, on aura besoin d'un Zach Britton d'ici la fin de la saison chez les Yankees et pas juste lancer la 5 ou 6e manche. Ça serait de lancer en fin de rencontre. Ouais, et l'autre dossier, ça c'est malheureux, c'est Clint Fraser qui avait recommencé à jouer dans les ligues mineures dans son programme de réhabilitation. Et là, Aaron Boone qui a même glissé un mot, bon, souffre de vertige, a des problèmes de vision. Il a même laissé entendre que sa carrière pourrait être terminée. Non, il ne jouait pas bien cette année, mais au-delà du fait qu'il ne jouait pas bien, il a 26 ans seulement et on parle d'un joueur là, qui a le potentiel de produire à un très bon rythme pour une longue période. Écoute, Alain, c'est inquiétant parce qu'on ne semble pas, évidemment, trouver la cause exacte. Moi, je pense qu'il faut être un Mhm. peu patient encore dans le niveau de Clint Frazier. Il ne faut pas paniquer. Mais chose certaine, tu vois que les Yankees sont un petit peu dépourvus, là, ne savent pas trop sur quel pied danser dans ce dossier-là. Alors, je pense qu'il est important, c'est de penser à Frazier, qu'on puisse trouver quelle est la raison là, de ces étourdissements-là, et ça fait en sorte que sa vision est affectée. Écoute, on lui souhaite le meilleur, mais c'est effectivement une autre tuile Ouais. dans cet univers des Yankees de New York. Là. Bon, écoute, tu mentionnes souvent que pour lancer un match en point des coups sûrs, ça prend un petit peu de chance. Je ne sais pas si on peut parler de chance dans le cas de Tyler Gilbert. Bon, tu as vu le match, je l'ai visionné également. Chapeau, écoute, il n'a pas volé, il n'a pas eu de coup sûr, il n'a pas accordé de coup sûr en un manche. C'est pas arrivé depuis un moment. Je lui souhaite une meilleure carrière que Bobo Holloman. C'est qui? Ben, c'est le seul lanceur qui a lancé un match en point des coups sûrs à son premier départ dans l'histoire du baseball majeur, qui n'a pas eu une très belle carrière en passant. Mais quand on regarde le match, ça confirme ce que tu dis souvent lorsqu'on parle des matchs en point des coups sûrs. Ben, et tu sais, c'est pour ça qu'ils sont spectaculaires, ils sont uniques, il faut le faire. Tu regardes la dimension d'un terrain de baseball, puis on a quand même frappé la balle d'aplomb, plusieurs balles frappées, en fait une Ouais. dizaine, Alain, si je ne m'abuse, qui ont sorti à plus de 95 000 à l'heure. Mais on avait une bonne défense, donc il faut donner crédit. C'est un travail d'équipe quand même. Oui, c'est un exploit Ouais. d'un lanceur, mais il y a eu de l'appui d'une bonne défense. Pas tant de retraite sur des prises, je pense que c'est 4 ou 5. Alors, lorsque tu vois ça, tu es un joueur en défense, tu veux la balle, tu veux l'aider. Mhm. Et ça, lorsque tu veux la balle, ben, tu vas faire le jeu lorsque la balle est frappée. Bravo, je trouve ça encore une fois tout à fait unique. Il n'y a pas une balle frappée, même mollement, qui a percé l'avant-champ, malgré les défenses adaptées, malgré le fait qu'il y a eu Mhm. beaucoup de balles en jeu. Moi, je trouve toujours ça fascinant. Et je comprends de voir la réaction de l'équipe. Tu sais, ça veut dire quoi aussi? Les Diamondbacks ont une saison misérable. Bon, on va se le dire, Ouais. là. Mais on a Baumgartner qui a fait un exploit de ses manches. Là, on a un autre lanceur qui lance un match en point de coup sûr. Ça fait. Ça aide à l'esprit d'équipe. Ça aide à traverser une saison qui est difficile. Comme je l'ai mentionné, il y a eu plus disons, de mauvais moments que de bons moments dans cette saison-là des Mhm. Diamondbacks. Mais au moins, on peut s'encourager en ayant des histoires de la sorte. C'est ce qui fait la beauté du baseball parfois. Ouais, écoute, tu parlais, j'ai retenu dans ce que tu viens de dire le fait que, bon, ces matchs-là sont uniques. Donc, ça en fait 8 cette saison. Est-ce que ça n'enlève pas du lustre un peu à ces exploits-là? Bon, honnêtement, non. Puis là, je te dirais que c'est le Mhm. premier depuis la réglementation des Ouais. vérifications sur entre autres, le Spider Tack. Ouais. Donc,
Moi, j'enlèverais pas ça. Ça reste quand même un Mhm. exploit. Ça reste. Le message là-dedans, Alain, puis on en a déjà parlé, là. Il faut que les frappeurs s'ajustent un peu plus. Tu sais, puis je dis pas que les Ouais, frappeurs ouais. ont été mauvais. Là. On parle de 10 balles frappées à 95 000 à l'heure et plus, mais Ouais, dans l'ensemble du baseball, là, la, la philosophie des frappeurs a changé. ouais, Et ça, c'est un aspect qu'il va falloir modifier, selon moi. Trouver une manière de mettre plus de balles en jeu. Tu sais, le baseball, c'est cyclique. Hein? Et là, on tombe dans un mhm, cycle où on se fout du compte, on se fout de la situation, ouais. on s'élance avec force. Il y a des équipes qui commencent à se réajuster, ça paraît. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochains 2 à 5 ans, mais il faut que les gars réalisent qu'à 2 prises, c'est bien mieux de mettre une balle en jeu que de dévisser puis de peut-être frapper un coup de circuit. C'est un aspect du baseball, puis je suis convaincu que ça va revenir à ce niveau-là. On va prouver avec les statistiques avancées un autre aspect qui va faire qu'on va modifier quelque chose à quelque part. Ouais. Ouais, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer tout ça. Bon, ça, évidemment, c'est des deux théories. Hein. Bon, à deux prises, t'es mieux de te faire retirer sur des prises où tu coupes peut-être ton bâton ou le fameux 4-3. Tant qu'à ça, on y va pour le circuit. Si je manque mon coup, ben tant pis. Parce que c'est ça qui est dans la mentalité Oui, actuelle. Là. ouais, puis pourtant, je regarde même le match qu'on a fait lundi. Simple de Luis Robert, vole le deuxième, un Ouais. roulant au deuxième l'amène au troisième coup simple, un bon vieux ballon sacrifice, il vient marquer. Ben, dans un match qui se termine par 1, 2 ou 3 points, c'est important d'aller chercher des points de Ouais. cette façon-là. Il n'y a pas une seule manière de marquer des points dans le baseball via la longue balle. On peut le faire autrement. Ouais. Et j'espère. En fait, je suis pas mal convaincu, Alain, que c'est un hybride, évidemment, de toutes Ouais. ces formules-là qui va faire en sorte que les équipes vont connaître du succès, mais certainement qu'il va falloir s'éloigner de penser que le circuit de 3 points est la solution à tout, là. Ben, écoute, juste pour renchérir sur ce que tu viens de dire, là, et, le fait que tu vois des lanceurs qui ne lancent pas à 90 000 à l'heure puis accumuler les retraits sur des prix, je pense que ça démontre justement jusqu'à quel point euh, les frappeurs ont changé leur approche complètement. Là. Et Ouais, tellement. Tu vois ouais, encore, ouais, écoute, c'est pour ça que les gars qui lancent 90 ont encore du succès. Les gars ouais, veulent dévisser la balle, ils sont ouais. désynchronisés. Alors, c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce sport-là. Il y a de la place pour des lanceurs Mhm. qui lancent à 88, il y a de la place pour des gars qui lancent à 98, il y a de la place pour des frappeurs qui frappent des simples, il y a de la place pour des frappeurs qui frappent des coups de circuit. C'est une des grandes richesses du baseball. Alors, il faut le maximiser. Ouais. Je vais te parler des Mets de New York. C'est un sujet récurrent pour quiconque suit soit nos matchs ou encore nos balados. Dimanche, là, Marc, là, j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Et là, je vais faire référence à une décision de façon précise qui est arrivée dans le match contre les Dodgers. Là, on est sur une séquence, là, on joue contre les Dodgers et les Giants. Ça a mal commencé, on a perdu les 4 premiers matchs. Puis on s'est fait balayer par les Dodgers. Dimanche, on joue contre les Dodgers. Les Dodgers, 6 points. On mène par 6 points. Là, on est en début de match. Carrasco est au monticule. Carrasco, ça va pas bien. Donne 3 coups de circuit. Tellement tanné qu'il frôle les oreilles à Justin Turner. Mais là, tu arrives en deuxième manche. Tu as 2 coureurs sur les buts. Carrasco est prévu pour venir frapper. Et là, il envoie Carrasco au bâton. Bon, tu te dis derrière la tête, c'est peut-être une décision qui a été prise. On veut que Carrasco lance 5 manches parce que notre personnel de releveur est taxé. Là, le lendemain, tu t'en vas à San Francisco. Tu sais que tu vas arriver aux petites heures du matin. Donc, Carrasco va te lancer 2 manches. Non seulement il laisse Carrasco frapper, c'est pas lui qui revient lancer. Là, Marc, je m'excuse. Ou je comprends rien au baseball, mais tu vas me dire, bon, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de joueurs sur le banc. Je suis prêt à l'accorder. Mais tu perds par 6 points. Tu as 2 gars sur les buts. Quand tu vas avoir besoin d'un frappeur suppléant, tu n'auras peut-être personne sur les buts, puis ça va être peut-être 10-0. Euh, J'ai beau revirer ça de tout bord, de tout côté, Marc. Je ne suis pas capable de comprendre la décision de Luis Rojas. Ouais, en effet, honnêtement, moi aussi, le fait qu'il ne soit pas revenu, qu'il frappe, bon, on peut débattre du fait qu'on a besoin de manche d'un gars, mais là, qu'on arrive Mhm. et qu'on n'est pas en mesure, ça aussi, je la comprends pas. Puis, je vais te dire, je trouve que, là, on parle des Mets,
on pourrait parler des Blue Jays, la même affaire. Je trouve qu'on ne sent pas l'urgence de gagner. Tu sais, là, tu vas me dire, on a encore la mentalité, ah, il reste bien des matchs à se reprendre. Ah, on va se reprendre demain. Je ne sais pas dans le baseball, je sais qu'il y a 25-30 ans, là, on disait, hey, on est seulement en avril, il ne faut pas s'en faire. On est seulement au mois de mai, il ne faut pas s'en faire, il reste beaucoup de baseball. Je m'excuse, là, mais tu peux perdre un championnat au mois d'avril. C'est aussi simple que ça. Et je dis pas de toujours jouer là, pour gagner là, de façon là, à prendre des décisions les yeux fermés en pensant pas au lendemain. Mais quelque part, je trouve que on baisse les bras vite. On baisse les bras vite sur des matchs où je pense que là c'est 6-0. Je comprends que la pente est abrupte, mais il reste quand même 8 tours au bâton, là, ou 7 tours au bâton. Donc, il y a du temps pour revenir. Tu as 2 gars sur les buts. Bon, ça aurait été une situation intéressante pour utiliser le frappeur suppléant, comme tu as mentionné. Mais je trouve qu'encore une fois, puis j'écoute les propos d'après-match des gérants. Puis là, je parle de Montoyo, on parle évidemment de Rojas avec les Mets. Puis tu sais, je sais pas, je sens pas l'urgence de gagner. Pourtant, lorsque tu parles à Kevin Cash, lorsque tu parles à Alex Cora, là, il y en a des langages qui sont différents. Hey, là, on l'a échappé, puis c'est pas vrai qu'on va l'échapper à soir, puis on va le reprendre. Puis, tu comprends? Je ne sens pas parfois l'urgence de gagner de certains gérants. Puis ça a été peut-être un exemple dans le cas des Mets de New York. Encore une fois, je sais que c'était 6-0, là, puis de revenir d'un déficit de 6, c'est pas évident, surtout contre les Dodgers. Mais je sais pas. Moi, c'est ce que je retiens là, parfois de ce que je vois. Là. Il y a certains gérants parmi des équipes qui sont dans la course que je trouve qu'on prend ça, des matchs qui sont à la portée, des matchs, des décisions. Ça revient toujours à la bonne vieille affaire. Souvent, le match, le sauvetage, il est en 5 ou 6e, il n'est pas nécessairement en 9e. Mais on s'obstine encore à mettre qui en 5e, en 6e, le gars qui passe la vadrouille. Même s'il y a 3 gars, 6 buts, pas de retrait, tu veux éviter la grosse manche, mais finalement, la grosse manche n'est pas évitée. Puis, il y a tellement de points d'écart que tu ne peux pas utiliser ton releveur de fin de match. C'est des mentalités que je sais pas. Je trouve qu'il faut changer ça. Moi, je m'attends à ce qu'une équipe du baseball majeur puisse faire tous les efforts de gagner jour après jour. Je le sais qu'il faut que tu penses au lendemain, il faut que tu penses à ton personnel de lanceur. Je comprends tout ça. Mais dans le baseball d'aujourd'hui, tu vas voir, là, ça va se terminer là, la saison, puis ça va être extrêmement serré, puis on va peut-être pas faire les séries par 1 ou 2 matchs. Mais ce 1 ou 2 matchs-là, c'est peut-être une situation dans laquelle on s'est retrouvé à un moment donné, puis on s'est dit, bon, regarde, celle-là, on l'oublie, puis on pense à demain. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention à ces mentalités-là. Dans la section S de National, la question est directe. Je sais qu'il reste un mois et demi. J'ai regardé le différentiel de toutes les équipes et les Braves, non seulement sont premiers, mais écoute, ils jouent de la balle comme on s'attendait à ce qu'ils jouent avant que la saison commence. Est-ce qu'ils sont partis pour de bon, là? Écoute, Alain, dans cette division-là, là, c'est pas facile de dire qu'est-ce qui s'en vient. Une chose, c'est certaine, ça va rester serré, mais on ne gagnera pas 90 matchs dans cette division-là. Mais penses-tu vraiment que ça va rester serré? Je regarde le différentiel. Les Braves sont tout seuls. Puis là, ils jouent bien. Je regardais Tiki Toussaint depuis qu'il est arrivé. C'est 6 départs. L'équipe est 4-2 dans ses départs, accordé plus de 3 points une seule fois. Là, ton quatrième partant, tu l'as peut-être là, avec Toussaint, qui était en passant il y a 3 ans un des bons prospects au monticule au sein de l'équipe. Écoute, Alain, moi, je pense que ça va rester serré. Je pense que les Phillies vont gruger des matchs. Les Mets m'inquiètent, mais à un moment donné, Baez va revenir. On va bien. DeGrom devrait revenir. On pourrait être un peu plus compétitif. Mais chose certaine, les Mets se sont mis dans un trou où je ne suis pas certain qu'on va être en mesure de reprendre. J'aime ce que je vois les Braves. Tu sais, tranquillement, pas vite, on voyait les Braves. Tu sais, on disait Osuna et puis là est blessé. On a perdu quelques gros noms aussi du côté des Braves d'Atlanta. Mais Freeman a continué. Swanson va beaucoup mieux par les temps qui courent. Là, soudainement, les gars qui se réveillent. Tu as parlé du personnel de lanceur. Quelques petites transactions. Monsieur Solaire, depuis qu'il est avec les Braves, un MPP au-dessus de 1000. Fait que, tu sais, mine de rien, Topoulos a fait quelques petites transactions qui ont, encore une fois, rien de spectaculaire, dans le sens qu'on n'est pas allé chercher les gros noms, mais peut-être des décisions qui vont lui permettre de se faufiler en série. Puis une fois que tu es en série, avec peut-être le retour d'un gars ou deux, on ne sait jamais. Oui. Il y a quelques embauches sur lesquelles je veux qu'on s'arrête. D'abord, Jake Arrieta avec les Padres de San Diego, lui qui a été poussé vers la sortie de façon un peu cavalière par les Cubs, peut-être un peu de sa faute.
Mais bon, peu importe. S'il y avait eu une moyenne de points mérités de 2,50, les Cubs ne l'auraient pas tassé. Exact. Ça, c'est certain, puis il aurait peut-être même été échangé. Toujours est-il qu'il s'en va avec les Padres de San Diego. C'était horrible comme fiche. Ça te dit quoi, ça, sur les Padres? Ben, ça me dit qu'on a dépensé beaucoup de sous, hein, mais est-ce qu'on n'a pas été chanceux? Peut-être. Et encore, bon, Yu Darvish qui se retrouve sur la liste des blessés. C'est un peu la raison pour laquelle on a été chercher Arrieta. Mais tu regardes les statistiques avancées, Alain. Tu es plus l'expert que moi là-dedans, là, mais tout est négatif dans le cas d'Arrieta. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu amènes un lanceur du niveau 3A, tu devrais, là, on utilise le conditionnel, là, mais tu devrais avoir un meilleur rendement de ce que Jake Ouais. Arrieta peut t'apporter. C'est pas un beau message, honnêtement. Je comprends là, que c'est un vétéran, puis peut-être puis il va nous aider. Mais honnêtement, les Padres sont dans le trouble, là. Mhm. On n'a pas personne, semble-t-il, au niveau 3A peut aider l'équipe à court terme. Les Reds leur chauffent le derrière. On perd des matchs contre des équipes qu'on ne devrait pas perdre. Je vais dire une chose, on a dépensé beaucoup de sous dans ce marché-là. Si on ne gagne pas cette année, je sais que les Giants surprennent, c'est pas une mauvaise fiche qu'ils ont, les Padres, mais en ce moment, ils ne sont pas des séries. Ça se Mhm. resserre dans la Ligue nationale au niveau des équipes repêchées. Et là, et honnêtement, écoute, je le souhaite qu'Arietta soit une solution, mais rien ne m'indique que que ça sera une solution. Ouais. Tout est négatif. Le WAR est négatif, toutes les statistiques sont négatives à ce niveau-là. Donc, je sais pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça Mhm. m'inquiète pour les Padres. Les Rays de Tampa, eux, ont mis la main sur David Robertson. C'est l'ancien releveur numéro 1 des Yankees de New York. Et si vous n'avez pas suivi les Olympiques, il était avec la formation américaine qui a récolté la médaille d'argent lors des derniers Jeux olympiques. C'est que les Rays, moi, je me gratte la tête, mais bon, on va arrêter de la gratter là, parce qu'il nous reste plus grand cheveu sur la tête. Mais dans le cas des Rays, c'est qu'on a une douzaine de lanceurs sur la liste des joueurs blessés. Ajoutez à ça qu'on a échangé des gars comme Rich Hill, on a échangé Diego Castillo. Puis là, on s'en va chercher David Robertson. On a probablement vu quelque chose dans Robertson qui va nous aider dans des situations très précises. Là. je ne peux pas penser autrement quand je pense aux Ben, Rays quand on acquiert quelqu'un. non, ben c'est clair qu'on a vu quelque chose. Est-ce que c'est une police d'assurance? Mhm, Possiblement. Bon, un gars qui a de l'expérience. Moi, ce que j'aime dans cette embauche-là, c'est que on l'a vu lancer, il s'est entraîné, il a lancé durant le tournoi mhm. olympique. Un peu plus rassurant que ce que Cole Hamels peut donner aux Dodgers, alors que Et, semble-t-il que c'est déjà terminé. Alors, les Dodgers qui devront mhm, même payer Cole Hamels. En tout cas, c'est un autre dossier à suivre là, dans ce cas-ci. Mais au moins, Robertson, bon, a continué à s'entraîner, a continué à lancer, s'en va au niveau 3A. C'est pas un grand risque du côté des Rays, mhm, mais effectivement, on peut peut-être lui donner un rôle de sixième manche, de septième manche, le cas échéant, évidemment. Les Rays sont en première place, trouvent le moyen de gagner, trouvent le moyen de battre les équipes qu'ils doivent battre. Écoute, ils ont pratiquement une fiche parfaite là, contre les équipes avec des fiches. Là. Je ne parle pas nécessairement inférieures à 500, mais les équipes de bas de classement, là, les Orioles, entre mhm. autres, on les a matraqués cette année. Donc, les Rays Ouais. font ce qu'ils doivent faire. Et là, on trouve le moyen, encore une fois, de se donner un peu de profondeur avec Robertson. Tu sais, l'expérience ne s'achète pas. Je sais que parfois le bras ne suit pas, mais si on a l'expérience puis on lui demande un rôle précis en 6 ou 7e Mhm. manche, ça peut faire le travail d'ici la fin de l'année. Dans la même section, les Red Sox de Boston ont acquis personne, sauf que il y en a plusieurs qui le constatent comme le sauveur. Et ce que je te demande, est-ce que le retour de Chris Sale va permettre d'arrêter la glissade des Red Sox de Boston? Ben, et je vous dirais que ça amène une belle énergie à l'équipe. Mine de rien, l'attaque s'est mise à frapper à nouveau au cours des 5, 6 derniers matchs. Mhm, Alors, si l'attaque produit comme elle a produit, et là, soudainement, ben, Chris Sale, qui même si c'est un lanceur partant, peut rendre tout le monde un peu meilleur, peut redonner une certaine confiance. Moi, je n'aille pas ce que je vois là, depuis le retour de Chris Sale. On sent que les Red Sox veulent revenir, sont en mission. Pas question que les Yankees nous rattrapent. Il y a une certaine motivation de ce côté-là. Moi, je m'attends vraiment à une section très serrée d'ici la fin. Je sais que les Blue Jays ont un peu de recul récemment, mais c'est toutes des équipes qui vont lutter pour une place parmi les équipes repêchées. Je ne m'attends pas à ce que les Rays diminuent non plus le rythme, ça va se poursuivre.
Il va falloir. Écoute, je regarde le calendrier des équipes. Les Blue Jays ont le calendrier le plus facile d'ici la fin de la saison. Là, quand je dis facile, c'est qu'on joue contre des équipes là, qui ont des fiches nettement supérieures à 500. Et en plus, on a le meilleur différentiel. Donc, ça pourrait avantager les Blue Jays à ce niveau-là. Mais toujours est-il que je suis convaincu que la motivation du côté des Red Sox de ne pas se faire rattraper par les Yankees pourrait les aider là, certainement au cours des prochaines semaines. Mais oui, le retour de Chris Sale amène cette belle énergie autour de l'équipe et ça va aider assurément. Bon, parlant des Blue Jays, on va terminer là-dessus. Les Blue Jays de Toronto, bon, semaine coup-ci, coup-ça, on a remporté 3 matchs sur 4 dans notre voyage dans l'Ouest. On a perdu la série contre les Mariners de Seattle. On a sauvé la face en remportant le match de dimanche. Pas trouvé que c'est une très belle semaine. Teoscar Hernandez a été nommé le joueur de la semaine, mais outre cette nomination, ça a été très ordinaire. Des bâtons qui sont plus discrets qu'ils l'étaient. Vladimir Guerrero Jr. Là, qui connaît bon, une petite baisse. Dans son cas, on peut peut-être lui pardonner. Mais écoute, on espère que Springer va revenir parce qu'on regarde la fiche des Blue Jays lorsqu'il est dans l'alignement. Tu as l'impression que c'est le joueur le plus important de l'équipe. Ben, c'est surtout Alain de frapper avec des coureurs en position de marquer. On a été une des meilleures équipes depuis le Ouais. début de la saison à ce niveau-là. Et là, soudainement, dans la série face aux Mariners, ça a été terrible. On n'a pas été capable d'aller chercher des gros coups sûrs Ouais. au moment opportun. Comme j'ai mentionné, on a un calendrier favorable. On a une douzaine de matchs contre Baltimore et les Diamondbacks, par exemple. Je vous dis pas qu'il faut être 12-0, là, mais il va falloir être dominant dans ces matchs-là du côté des Jays si on veut se donner une moindre chance. En passant, là, il y a des gens qui nous indiquent, c'est des sources quand même intéressantes, que Otto Lopez serait Ouais. rappelé par les Blue Jays de Toronto. Otto Lopez, un joueur qui est né en République dominicaine, à l'âge de 10-11 ans, il est venu au Québec. Il a joué pendant 4 à 5 ans dans le réseau de baseball Québec. Il est retourné par la suite à 16 ans en République dominicaine. Parle très bien français et a fait belle impression, rappelle-toi, au camp d'entraînement des Blue Jays de Toronto. Il semble-t-il qu'il serait rappelé, ça n'a pas été confirmé par l'équipe là, au moment où on tourne ce balado, là, mais tout indique qu'il pourrait être rappelé. Je ne sais pas pourquoi, dans quelles circonstances, mais si c'est le cas, ben, c'est un autre petit gars qui a quand même joué une partie de son baseball au Québec Ouais. qui est rappelé, puis ça, c'est une très belle nouvelle. Ouais, ben, il frappe, écoute, il frappe. C'est un joueur d'avant-champ qui peut aussi jouer comme voltigeur, Exact. principalement. Ce qui arrive, c'est que, bon, BGO est sur la liste des joueurs blessés. Et depuis quelques matchs, il y a Bichette qui est ennuyé par une contusion à une fausse balle qui s'est frappée là, au tibia. On sait que ce genre de blessure-là, une sévère contusion, écoute, je ne veux pas être prophète de malheur, là, il y a des fractures là, non déplacées, là, ce qu'on appelle en anglais une hairline fracture, qui peuvent être décelées tardivement. Est-ce que c'est ça? Je ne te dis pas que c'est exactement ça, sauf que c'est évident que Bichette est ennuyé par une blessure à la jambe depuis qu'il a eu cette fausse balle-là. On a peut-être besoin de quelqu'un à cet égard-là. J'ai l'impression chez les Blue Jays de Toronto. Effectivement, ce n'est pas un cogneur de coup de circuit, c'est un gars qui met la balle en jeu, autrement dit. C'est un frappeur de double. Là. Il y avait plus de 24 ou Ouais. 25 doubles cette année là, au niveau 3. Il est rapide aussi, il met la balle en jeu. C'est une belle nouvelle. Parlant de belles nouvelles rapidement, Alain, on va quand même souligner les 2000 coups sûrs de Joey Votto. Ouais. Ouais. 15e saison dans le baseball majeur. Est-ce que il est en train de se monter un dossier pour le temps de la renommée du baseball? Écoute, je regarde ses statistiques. Un MPP à près de 9,40 en Ouais. carrière. Belle constance, la puissance en fin de carrière comme ça. Je veux dire une chose, il devient donc le deuxième joueur canadien à obtenir Mhm. 2000 coups sûrs, le premier étant Larry Walker. Ah ouais. Donc, en tout cas, je souligne ça parce que Votto, tu sais, c'est un gars, c'est un personnage dans le baseball majeur Ouais, et ouais. il a joué toute sa carrière avec la même équipe aussi. Alors, félicitations à Joey Votto. Oui, absolument. Et notre bon ami Alex Agostino nous disait d'ailleurs que s'il y avait une décision ou un joueur sur lequel il aimerait se rattraper, celui qui vient en tête de liste, là, c'est Joey Votto. Bon, écoute, Donc, regarde, quelle carrière quand même ouais. pour Joey Votto. Et écoute, est-ce qu'il va réussir à amener ses Reds en série? Et, On se rapproche tranquillement pas vite des Padres, en tout cas. ils sont très, très dangereux. Ils jouent très bien de ce temps-ci. Je ne gagerais pas contre eux. Si j'avais présentement, là, je ne gagerais pas contre les Reds au moment où on se parle. En fait,
ça fait une couple d'années qu'on voit cette équipe-là venir. Ils ont un bon personnel de partant. Si Castillo peut se remettre à lancer, ça va aider parce qu'il lance pas, il n'est pas très régulier cette année. Mais outre ça, Mailey, Miley, Sonny Gray et Gutiérrez, qu'on a rappelé, qui fait de l'excellent boulot. On n'a pas un mauvais personnel de lanceur partant, Marc. À chaque fois qu'on dit du bien d'une bonne équipe, on vient toujours à la même chose. Une bonne rotation de partant, c'est la fondation d'une bonne équipe. Écoute, je pense que c'est assez évident cette année. Oui, On regarde ce que les White Sox ont. On regarde les équipes de tête. oui. Les White Sox Ben ont eu oui, pratiquement le même personnel de partant. C'est clair que ça crée une belle stabilité. Il y a oui. Jesse Winker, malheureusement, qui a été placé sur la liste des blessés. On espère que ça ne sera pas pour trop longtemps. Mais les Reds, effectivement, à surveiller dans cette course qui commence à se resserrer drôlement dans la Ligue nationale Ouais. parmi les équipes repêchées. Oui, mais comme je le mentionnais dans notre reportage de lundi chez les Reds, si Aristide Aquin ou Aristides Aquino se met à frapper comme il en est capable, l'absence de Winker va peut-être moins paraître. Marc, on va compléter notre balado de cette façon en invitant ceux qui nous regardent ou nous écoutent à ne pas manquer le match de mercredi. Pourquoi? Ben, on va voir les Red Sox de Boston contre les Yankees de New York. Et c'est pas arrivé souvent au cours des dernières années qu'on voit ces deux équipes-là qui se battent pour la même place en série. Donc, ce sera à suivre les deux partants prévus, le gaucher Andrew Heaney pour les Yankees. Et en théorie, ça devrait être le Canadien Nick Pivetta pour les Red Sox de Boston. Là-dessus, on vous souhaite du bon baseball. À la prochaine.